Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais, en fait. Tu bosses pour moi. Allô, mon amour, c'est pas moi, faut que tu crois. C'était un petit extrait de la bande-annonce de L'amour ouf. En train de préparer l'analyse du Petit Prince de Saint-Exupéry, je n'avais pas prévu d'effectuer une chronique sur ce film, mais j'en suis sortie avec des sensations si mitigées que j'ai éprouvé la curiosité d'aller questionner l'œil du Yiking sur l'essence de cette œuvre. L'amour ouf, c'est d'abord l'adaptation d'un roman, Jackie Loves Joneser, OK, de l'écrivain irlandais Neville Thompson, publié pour la première fois en 1997 et qui se situe à Dublin. Dernière réalisation en date de Gilles Lelouch, après le méga succès public de sa comédie Le Grand Bain, sorti en salle il y a 6 ans, qui à l'époque m'avait laissé, hélas, totalement de marbre face à ce déballement archi-stéréotypé d'humour facile. Oups, voilà qui est dit. Et j'ai pourtant beaucoup d'affection pour Gilles Lelouch, acteur, notamment grâce à quelques pépites comme La French de Cédric Jiménez ou plus récemment l'excellent Adieu Monsieur Hoffman, réalisé par Fred Cavaillé. L'amour ouf est le fruit d'une coécriture à pas moins de 6 mains, dont celle d'Audrey Diwan, déjà co-scénariste très talentueuse de La French, et du sombre L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, également adaptation d'un roman du même nom que je vous conseille vivement sur le thème de l'exploration des relations toxiques et des violences conjugales. Entre parenthèses, vous retrouverez les liens vers les bandes annonces des films cités en description. À cela s'ajoute un budget faramineux de 35 millions d'euros, ce qui en fait le deuxième film français le plus cher de cette année, après Le Comte de Monte Cristo, qui flirtait lui avec la barre des 43 millions d'euros. Ces deux films ont aussi en commun leur durée assez longue, quasi 3 heures pour Monte Cristo contre 2h46 pour L'amour ouf dans sa version cannoise, raccourci de 5 minutes pour sa sortie en salle. Sachant qu'au départ Gilles Lelouch envisageait une version de 4 heures que je lui sais gré d'avoir abandonné car il m'aurait achevé. Aïe, oui, celles et ceux qui ont vu et adoré ce film, visiblement nombreux au regard de l'excellente note critique du public sur le site Allociné, comme du nombre croissant d'entrées en salle, vont commencer à me détester. Mais n'allez pas trop vite en besogne et restez jusqu'à la fin, car le Yiking s'est rangé de votre côté, ce qui nous vaut la parution de cette analyse. On sait bien que l'ennui au cinéma est une notion totalement subjective, sans aucun rapport avec la durée réelle du film. Pour exemple, le dernier cité, Comte de Monte Cristo, lors duquel j'ai savouré avec une infinie délectation chaque minute d'image. Sans aborder le fond, la forme de l'œuvre est déjà en soi une merveille, justifiant pleinement, à mes yeux, ces 9 millions d'entrées. Hélas, dans L'amour ouf, j'ai beaucoup souffert et ce, dès la première scène. Sans spoiler, pour ceux qui n'ont pas encore cédé aux sirènes de son succès, le choix du procédé narratif s'est porté sur la prolepse. La pro quoi ? Oh Anne-Sophie, tu t'es échappée de mon podcast sur Trump ? Vous savez, ce truc censé vous tenir en haleine en vous présentant d'abord la fin de l'histoire pour vous faire saliver sur un « mais que s'est-il donc passé pour en arriver là ?» Au cinéma, on appelle ça un flash forward. Comprenez, un saut en avant, in French, qu'on a pu apprécier dans Fight Club, par exemple. Sauf qu'ici, je me suis sentie piégée par le louche d'entrée de jeu, parce que si la fin est telle qu'annoncée, j'ai pas envie de me taper 2 heures de film et 10 ans d'histoire pour en connaître le pourquoi du comment. Donc forcément, cette fin n'est pas la bonne, ce qui suppose un twist. Le twist, vous connaissez, et on adore ça en général. C'est un processus de retournement final vers une issue inattendue, nous amenant à considérer l'histoire sous un angle totalement différent de celui imaginé ou présenté au départ. Ce choix scénaristique m'a donc paru assez antinomique et très risqué.
Gilles, t'as intérêt à être sacrément balèze pour que j'adhère à ton histoire en sachant déjà que tu vas me montrer pourquoi tu vas faire basculer la fin que tu viens de me montrer vers autre chose que je devine déjà. Vous me suivez ? En somme, je me suis dit, direct, qu'il place la barre très haut pour m'accrocher pendant 2h41. Et c'est peut-être là l'un des défauts majeurs de ce film pour moi, un excès d'ambition qu'il aurait mieux valu maîtriser davantage, une notion qu'on va d'ailleurs retrouver dans la réponse du Yiking. Si vous m'avez suivi sur d'autres analyses de films, vous avez pu constater le double effet en miroir des réponses données par le livre des transformations qui englobe à la fois la forme comme le fond dans ses messages. Assez logique puisque je le questionne sur l'essence des œuvres étudiées. En l'occurrence ici, le premier hexagramme de réponse a été le 26, qui représente le pouvoir d'apprivoisement du grand, soit tenir ferme au sens de maintenir ensemble. S'agissant d'une force en présence excessivement puissante à dompter, avec la portée sous-jacente de nourrir, cultiver, ici clairement renforcée par la perspective de la situation, donnée via les mutations des 3 premiers traits ainsi que celui du haut vers l'hexagramme 2, le réceptif, le don de soi, matérialisant un dévouement consenti envers cette force jaillissante. Le réceptif se compose du trigramme renouvelé de la Terre, principe nourricier associé au féminin archétypal, suite opposée de l'hexagramme 1, le créateur, composé du trigramme renouvelé du ciel, principe du masculin sacré, qui se trouve justement en présence dans la composition du 26. Ainsi, dans la pensée chinoise, l'élément ciel, force primordiale d'initiation à l'origine de tout commencement, trouve son parfait complément en l'élément terre, force primordiale de fécondité indispensable à la matérialisation de ce qui est en germe, comme le sont l'homme et la femme, à la source de toute vie, dualité essentielle. J'aborderai le cœur du film en lien avec ces notions un peu plus tard, car cela m'oblige à spoiler, donc pour ceux qui souhaiteraient aller le découvrir, vous en avez là l'essentiel. L'exploration de l'apprivoisement nécessaire d'une force puissante à convertir en don de soi absolu. Rien de moins. Concernant la compréhension de ce qu'est le Yiking, pour les plus curieux, curieuses, vous disposez d'un lien vers un Kesako d'une dizaine de minutes dans la description ainsi qu'en fin de podcast. À partir d'ici, spoil en vue et petit retour à la forme, parce que même si vous vous en foutez, c'est quand même mon podcast et j'ai envie de donner mon avis sur ce film et en râlant, s'il vous plaît. Ce que j'adore au cinéma, c'est pratiquer le bonheur du plaisir solitaire en collectif. M'asseoir au premier rang, muni de mon grand manteau bien chaud spécial 7e art en guise de couverture, retirer mes chaussures, m'apprêter à plonger dans un grand écran déployé rien que pour moi, sans interférence visuelle ou de compagnie, autre que celle de la présence d'invisibles acolytes disséminés çà et là derrière moi dans l'obscurité de la salle, avec lesquels je me réjouis de partager un moment d'émotion tout à la fois unique et pluriel. Et je ne goûte pas particulièrement les échanges post-toile et à vrai dire je me fous royalement de ce que les autres en ont pensé. Plus tard oui, mais pas à ce moment-là. J'aime aussi pouvoir étirer le temps en laissant mes émotions diffuser encore lors du générique, poussant parfois ce plaisir à quitter la salle en dernier, écran muet, lumière rallumée, dans le silence ouaté de ma seule présence. Il m'arrive cependant parfois de me montrer grégaire en entraînant à ma suite quelques-uns de mes congénères, ce qui peut parfois poser un problème insoupçonné au départ, celui de se retrouver dans l'impossibilité de quitter la salle, définitivement s'entend. Certains films peuvent s'avérer de véritables tortures, visuelles comme auditives, nécessitant pour moi un besoin impérieux d'y mettre fin sur le champ, question de survie. Histoire de me faire quelques ennemis en plus, ma plus grosse déception cinématographique de l'année 2022, par exemple, j'ai nommé la suite tant attendue d'Avatar. Alors je ne vais pas développer, ce n'est pas le sujet du jour, mais non, j'ai détesté ce film au bout d'un quart d'heure. Tenter de me faire violence à l'idée des 2h45 restantes, retirer mes lunettes 3D, essayer de dormir, rien n'y a fait. Et après sondage, j'ai hélas dû me faire une raison. Mon compagnon de fauteuil, qui m'invitait, qui plus est, adhérait totalement à l'histoire. Misère. De l'avantage d'être une fille. Pousse pipi, je reviens.
Il a dû se dire que j'avais une cystite, je suis partie plus d'1 heure pour ne revenir qu'une poignée de minutes avant le générique de fin, malheureusement sans aucun regret. Parfois, les raisons d'un départ inopiné sont plus prosaïques. Depuis un sauf-qui-peut en catastrophe de la bonne épouse sur la scène très détaillée de préparation d'un repas, afin de me ruer dans le resto le plus proche, je prends désormais mes précautions. Jamais de toile, le ventre vide. Il y a des règles à respecter. Où vais-je en venir, me direz-vous ? Le suspense n'est pas bien grand. Nous étions 4 lors de la projection de L'Amour ouf, dont un ado de 14 ans. Fils des cités d'or, je te lance un bisou au passage. Ce qui aura son importance par la suite, mais qui, pour l'heure, m'a empêché de quitter la salle. Alors, j'ai quand même craqué, allez, 10 petites minutes d'escapade après la scène invraisemblable de l'accident de voiture, juste avant l'assaut musclé pour s'approprier le Macumba. Non, là, vraiment, Gilles, question surenchère, je me suis dit que tu me prenais vraiment pour une débile. Vous vous souvenez ? Nous étions au début du film qui commençait par « La fin qui ne sera pas la vraie fin ». Mais chut, fais semblant de ne pas savoir que tu sais pour que je puisse t'expliquer ce que tu ne sais pas. Voilà. Après ça, il va se passer 10 ans et 2 heures. Je suis un peu dure, je l'admets, car j'ai véritablement apprécié la genèse de l'histoire d'amour entre nos 2 ados que tout oppose. C'est frais, souvent drôle, avec quelques plans remarquables sous de beaux jeux de lumière. Les petits larcins au romantisme flamboyant comme le coup du vol de Flamby. Oh, d'ailleurs, quelqu'un se souvient ici du « Tu manges pas ton Flamby ?» dans Les Combattants de Thomas Caillet, un petit bijou avec Adèle Haenel à voir ou revoir sans modération. L'insouciance pleine de gaieté du moment de la baignade entre potes, les premiers émois de l'étreinte parmi le flou des herbes sur un lit de sable, agréable pudeur dans l'image, une fois ne sera pas coutume, tout cela dans l'ambiance sonore et visuelle des années 80, vers laquelle nous replongeons avec une délicieuse nostalgie. Ah, les enregistrements radio sur la grosse chaîne hi-fi parentale qui coûtait une blinde, notre vieux baladeur cassette, le téléphone fixe vers lequel on se précipite, on court drôlement moins de nos jours, il faut bien le dire. Des cabines téléphoniques réhabilitées de leur rôle d'improbables boîtes à livres du XXIe siècle quand elles n'ont pas tout bonnement disparu du paysage. Avoir situé l'intrigue dans les années 80-90 est un double coup de maître que l'on doit attribuer à l'auteur du roman, ne l'oublions pas, en convoquant nos souvenirs édulcorés de fringants quinquas, tout comme l'imaginaire de notre jeune génération qui plébiscite énormément cette époque actuellement. Pour preuve, à la sortie, fredonnant le refrain d'une des chansons du film, j'ai cru bon de tacler notre jeune ami de 14 ans par cette boutade. « Oh, tu connais pas ça, toi ?» dont il m'a calmé direct par un « Non, tu crois que j'écoute pas The Cure ?» Ok, motus la vieille. Mais, retour à l'excès d'ambition qu'il aurait été judicieux de canaliser, j'ai très vite été saturée par la surenchère, que ce soit dans les variations de prise de vue, inventives au début, un vrai manuel d'école de cinéma par la suite, la pléthore comme autant de pléonasmes pour appuyer le récit, le premier baiser dans le colza plus les premiers ébats sur la plage, l'unité collective via la baignade plus celle de l'éclipse, ajouté aux scènes de danse chorégraphiées en surimpression, bien que visuellement agréables, somme toute assez inutiles à moins d'être là en pivot central. Un gros budget hémoglobine sur les 35 millions du film à n'en pas douter, un lyrisme parfois franchement dégoulinant, gros plan répété sur le visage en pleurs de la mère au tribunal par exemple, le baiser final sur fond d'éclairs dans le ciel, non pas un mais 2, au cas où on aurait raté le premier, puis coucher de soleil, non Gilles, sérieux? Et last but not least, l'invraisemblance de certaines scènes. Sur ce point, on pourrait apprécier l'hommage Hollywood, Tarantino et autres consorts western, mais tout de même, qui court encore tout droit en pleine rue pour chasser par une horde de voitures de police ? Qui prodiguerait un bouche à bouche sans jamais avoir passé son AFPS, brevet de secourisme pour les vieux, à un type en train de se vider de son sang ? Qui vole une voiture en cassant la vitre, alors que dans ces années-là, un simple bout de cintre en métal suffisait pour déverrouiller une portière ? Oui, mais j'ai mon brevet VDV, vol de voiture pour les jeunes. Qui fait des braquages sans jamais porter de gants ?
Et d'ailleurs, qui, à l'époque des banques et des chéquiers, fait encore livrer le salaire de ses employés en liquide par fourgon blindé, sauf à vouloir une belle scène d'attaque de diligence comme dans notre bon vieux Far West. Et puis, on suit 2 ados dont l'un n'a pas son bac quand l'autre est arrêté, et il est pourtant jugé en tant qu'adulte. Ce qui suppose une gymnastique de l'esprit pour se dire qu'il est donc vraisemblablement majeur. Majeur mais très con. Ce qui sera explicité 2 heures après, dans un plan d'hôpital en présence agaçante d'un infirmier qui nous passe devant les yeux sans arrêt lors d'une conversation qui se voudrait intime. Très con, en effet, de ne pas faire appel d'un procès dans lequel on est jugé coupable à tort, alors même qu'on est censé avoir compris à ce stade qu'on a été le dindon de la farce. Certes, il en met du temps à comprendre notre héros, à tel point qu'il va récidiver un paquet de fois pour vraiment aller au bout de sa connerie, histoire d'être bien sûr. Il sort de tôle. A priori, la dernière chose dont il aurait envie à ce stade, c'est d'effectuer un retour direct à la case-prison. Pourtant, sous prétexte d'ingratitude, il s'attendait à quoi franchement ? Il prémédite l'assassinat du traître pour lequel il a donné 10 ans de sa vie. Alors pas de bol, il est le seul prisonnier de France à ne pas avoir eu de remise de peine. Bref, comme si ce geste pouvait lui rendre ses années perdues et la vengeance par la mort constituer une véritable revanche. Mais admettons, il emboutit la voiture de l'ennemi, lui faisant faire une sortie de route et les tonneaux qui vont avec. Super, il n'a pas besoin de le flinguer, en plus le mec meurt, top moumoute. Mais quoi ? Sa tambourine dans le coffre. Et hop, magie, son pote d'enfance en émerge comme un sous-neuf, sans la moindre égratignure, et ça déconne, en prenant le temps de se compter fleurette avant de s'en aller à pied par les chemins. Donc le pote est un méga warrior quand tout le monde est mort dans l'accident, alors qu'il s'est pris le choc en pleine poire. Peut-être une spéciale dédicace à David Leitch dans Lost Highway. Il a tout son temps parce que, c'est bien connu, au cinéma, la police, elle arrive tout de suite ou jamais. Il n'y a pas de demi-mesure. Et puis tant qu'à faire, on abandonne le premier véhicule en état de marche sur place, bourré d'empreintes digitales incriminantes qui sont désormais a priori dûment répertoriées, mais enfin on s'en fout, on est des rebelles. Wesh mon frère. D'ailleurs, une parenthèse ici, puisque ce retour issu de nulle part ne servira qu'en prétexte à pouvoir le sacrifier plus tard dans une station-service, mobile scénaristique indispensable à la survengeance ultime de notre héros. Je ne crois pas que les pistolets d'essence aient jamais été dépourvus de sécurité lorsqu'il n'y a plus d'appui sur la gâchette. Ce qui, j'en conviens, pourtant fait très joli à l'image. A minima, dans ces cas-là, quand l'essence se répand, on fait flamber l'ensemble. C'est encore plus beau. Et puis nous tenons là l'un des seuls rôles black du film, bien doté puisqu'il est tout aussi naïvement pur que sympathique. C'est cool. Et habituellement, franchement, je me moque complètement de ce type de considération raciale sous-tendue par un pseudo-quota de représentation politiquement correcte. Mais je m'interroge tout de même. On évolue pendant 2h41 dans une cité ouvrière sans le moindre beurre à l'horizon, hormis, sur des tartines. Et là, je vous avoue que c'est moi qui me suis trouvée très conne de rire à ça. Fin de la parenthèse. Retour à l'accident, suite auquel on file avec détermination prendre la boîte de nuit d'assaut à coups de batte de baseball. Logique. C'est à cet instant que j'ai vraiment eu besoin de faire une pause clope dans la nuit calme de mon petit cinéma de quartier. Que je serais partie si j'en avais eu la possibilité, mais rappelez-vous, je suis avec des amis et on n'a pas pris ma voiture. Et heureusement, parce que j'aurais raté la fin. Et ça aurait été vraiment dommage. Aucune ironie dans cette phrase. Je viens de dépeindre les innombrables défauts dont souffre ce film à mes yeux, mais rendons à Gilles. Cette réalisation est déjà d'une toute autre ampleur que Le Grand Bain. Alors il a vu bien plus grand, certes, mais il s'y est frotté et je pense avec un excès de générosité dont on ne peut pas véritablement lui tenir rigueur. Le film fourmille d'idées, de plans, de sons, d'images, avec clairement le défaut d'avoir voulu tout mettre sans savoir élaguer ou prioriser. Peut-être dans un vœu légitime, somme toute, de plaire au plus grand nombre de spectateurs possible, ce qu'il réussit assez bien finalement.
Pour ma génération, un radiocassette et quelques bandes-sons raccords suffisent à plonger la plupart d'entre nous dans la béatitude, tellement nous aimerions stopper l'inexorabilité du temps qui passe. C'était sans doute la cible la plus facile à toucher. Le louche, c'est nous. Mais assez habilement, le film rencontre son véritable succès aujourd'hui auprès de la jeunesse. En témoigne le seul commentaire de notre ado de 14 ans en sortie de salle, exceptionnel. Cette surenchère que je critique depuis le début n'est que le reflet de notre monde actuel dans lequel ces ados-là baignent en continu. Qu'on la déplore ou pas, c'est une réalité. Du sang, des cris, de la violence, le ras-le-bol d'anciens schémas valeurs travail devenus obsolètes ou tout du moins fragiles, le tout de suite, etc. est un miroir fidèle de leur quotidien. J'aurais pu commencer par là dans ma chronique, en m'abstenant de lister tout ce qui ne colle pas dans l'histoire. Sauf que c'est aussi précisément l'un des corollaires de notre époque. Ce bombardement de sensations, images chocs, sons, en veux-tu, en voilà, a une sérieuse tendance à annihiler notre esprit critique. Nous sommes devenus des éponges à infos et stimuli divers au point parfois d'en perdre notre capacité d'analyse et de recul. Ce podcast lui-même contient une multitude de messages et sera au final probablement bien plus long que mes autres analyses. Ici, je m'adresse donc tout particulièrement à ceux qui ont adoré ce film et qui me détestent sûrement depuis un bon petit bout de temps en ayant l'impression que je dézingue leur coup de cœur. Et si vous êtes encore là, ce dont je vous remercie. Dans l'hexagramme 26 donné en réponse aux énergies de ce film, se trouve une notion tout à fait précieuse qui est l'invitation à faire l'effort de réactualiser ses connaissances. Ne pas se fonder sur d'anciennes perceptions erronées, basées sur des réflexions qui n'ont plus lieu d'être. À la lumière de ce que je viens d'énumérer, particulièrement au sujet de toutes les incohérences de scénarios, situations invraisemblables, etc., il ne s'agit pas de renier votre coup de cœur, mais d'en apprécier aussi les défauts, maintenant que vous les connaissez, en évitant au maximum de prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous vend du moment que ça en jette. J'ai d'ailleurs eu assez peur au moment du retour à la scène de la cabine téléphonique ouvrant le film. Ici, au passage, je tire mon chapeau à la réalisation. Les plans de tension crescendo entre Jackie et son mari, fou d'amour mais version désespoir, sont particulièrement réussis. Vincent Lacoste est vraiment très bon dans ce rôle à contre-emploi. Le duo qu'il forme avec Adèle Exarchopoulos, d'amour-haine, tout en violence larvée, notamment dans la scène du dîner d'anniversaire, fonctionne impeccablement bien. A contrario, même si je comprends les lois implacables du marketing ayant motivé le choix de troquer le duo incarnant Clotaire et Jackie ados contre deux acteurs adultes connus plus bankable, je n'ai pas senti l'alchimie sauvage censée les relier envers et contre tout. Quand on voit les prouesses de la technologie actuelle pour rajeunir notre éternel Chabat ou une Élodie Bouchès devenue trop rare à l'écran, j'aurais grandement préféré voir vieillir nos deux protagonistes initiaux. Je ne suis pas parvenue à déceler ni noirceur, ni violence sourde dans le beau regard de François Civil, un comédien que j'apprécie pourtant beaucoup depuis la série 10%, vraiment adoré dans Mon Inconnu d'Hugo Gélin, déjà un peu moins dans l'excellent Encore de Cédric Clapiche. Quant à Adèle Exarchopoulos, je reste hélas totalement hermétique à son charme, ce qui ne s'explique pas. Ce sont là des considérations subjectives qui jouent malgré tout un rôle essentiel dans l'attrait instinctif que peut exercer un amour sur grand écran. Il m'a été impossible d'adhérer à un autre couple de cinéma pourtant fameux qui pourrait d'ailleurs représenter celui-ci dans un amour ouf à l'opposé, version destructrice, incarnée par Lady Gaga et Bradley Cooper dans A Star is Born. Je n'avais pas réussi à vibrer une seule seconde pour ce carton du box-office. Et c'est assez bizarre de ressortir les yeux secs d'une salle où tout le monde est en pleurs. Bref. Retour à la cabine téléphonique. J'ai eu peur, disais-je, très peur même, que le film s'arrête là. Que le passage à la violence de Jackie, bien que contrainte par la légitime défense, ne la fasse basculer de l'autre côté du miroir, comme une sorte de saut
validant celle de Clotaire alors même qu'elle l'a toujours réprouvée. Ouf, vraiment. Ce qui m'amène vers notre fameux vrai-faux twist final, la scène qui sauve le film à mes yeux, en dehors de mes amis, sans lesquels je n'aurais même pas eu envie de réaliser cette chronique, le dialogue en 2 parties avec le directeur dans l'entrepôt du supermarché. Merveille. Je la baptise la scène Fenwick, car elle part rejoindre direct le top 10 de mes moments de cinéma les plus jouissifs, et soyons gourmands car je suis friande de néologismes. Gilles, tu fais aussi ton entrée dans mon dictionnaire personnel grâce à ce qui sera désormais communément désigné comme une gilade, car s'approprier les mots est pour moi la vraie surprise de ce film. La gilade va donc rejoindre le petit dernier en date, Tank Malm, venu dépoussiérer le désuet C'est Chouette en version plus nictale que chevêche, juste pour la beauté de la sémantique, sans aucun gros mot, à chacun ses petits plaisirs, n'est-ce pas? Mais alors c'est quoi une gilade? J'en avais déjà subi une mémorable via un bouquin, La Consolante, d'Anna Gavalda, petit pavé de 640 pages, dont la lecture m'avait paru très éprouvante sur, disons, les 600 premières pages environ, jusqu'au dénouement final où, alléluia, la lumière faisait enfin son apparition. D'autant plus éblouissante par effet de contraste avec la misère antérieure qu'il m'avait fallu endurer pour en arriver là, et vous laisse un souvenir magnifique au bout du compte, grâce à la douleur éprouvée en chemin. Une gilade, c'est à peu près ce que doit ressentir un randonneur qui vient de se taper 1500 mètres de dénivelé sous le Cagnas avant d'atteindre enfin le sommet, son panorama majestueux déployé à l'infini, les fesses sur un caillou pour extraire de sa besace un sandwich parisien croustillant qui sera le meilleur qu'il ait jamais dégusté de sa vie. Mais ne pratiquant pas la randonnée, les montagnes qui m'entourent sont bien trop hautes. Heureusement qu'il y a le cinéma. Bon, mais et le yiking dans tout ça? J'en ai parlé en faisant le lien de la réponse avec la forme du film. Mais il me fallait attendre la fin pour évoquer le fond, le cœur, dont le message tient tout entier dans la scène Fenwick. L'une des beautés de l'hexagramme 26, le pouvoir d'apprivoisement du grand, réside dans le fait que cette force yang, éminemment créatrice qu'on nous invite à canaliser, est présente dans le trigramme inférieur, les 3 premiers traits de la figure, qui correspond à la partie personnelle, intérieure de l'individu concerné par la situation. Cela signifie qu'il porte en lui cette capacité fondamentale d'initier, de créer. Il a la force d'accomplir ses buts. Mais cette force est si puissante qu'elle doit être orientée pour être vraiment efficace. Sinon, c'est l'écueil de la surenchère évoquée pour la forme du film. Ça part dans tous les sens, par excès d'ambition, comme Clotaire dans ses explosions de violence sans véritable exutoire parce que mal canalisé, sans objectif, ne lui apportant jamais le repos intérieur tant recherché. L'un des conseils clés, déjà évoqué également, consiste à réactualiser les informations dont on dispose pour ne plus fonder ses actions sur des schémas erronés du passé devenus inefficients. Car alors, le risque est de s'enfermer dans des schémas répétitifs, sclérosants, parfaitement illustrés dans un adage bien connu qui serait attribué à Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La spirale de violence dans laquelle Clotaire bloque son énergie n'est que le résultat de réactions toujours identiques, sans réflexion, basées sur des acquis du passé, des habitudes de vie. Il ne pense pas réagir autrement jusqu'au coup de fil dans la voiture, qui réactualise ses données personnelles. Jusque-là, il a toujours considéré qu'il n'avait pas vraiment la possibilité de retrouver Jackie, encore moins les moyens de se battre pour la reconquérir. Il ne l'a même ne serait-ce qu'envisagé. C'est un peu ce qui est dit en substance dans la scène de la mise au point à l'hôpital, ce « t'es qu'un con » auquel il ne s'agit pas juste d'acquiescer, mais l'enjoint à reformater son disque dur intérieur, sortir d'un cercle vicieux pour en faire un cercle vertueux. Ce qui se traduit au niveau du yiking par la transmutation du premier trigramme entier en son énergie contraire, celle de la terre, qui est don de soi fertile, générosité d'être,
à intégrer au plus profond de sa personnalité. C'est aussi l'idée de ne plus fonctionner désolidarisé en électrons libres, mais en duo solide, illustré par leur position sur le Fenwick lors de l'ouverture du plan. En hauteur, assis face à face, le couple formant une unité plus forte que ses parties prises séparément. Mise à l'épreuve par le dialogue avec le directeur du magasin, il suffit d'un échange de regards entre Clotaire et Jackie pour que le pacte perdure. Il incarne alors véritablement l'essence de l'hexagramme 2. La force qui l'habite est totalement domptée. Sa réponse à la violence qu'il rencontre ne l'émeut pas, ne le perturbe pas. Il y répond même par une bienveillance qui suscite à la fois respect et admiration. En un mot, il gère, royalement. Ce qui fait écho à la phrase du dernier trait de l'hexagramme 26. Parvenu à la voie du ciel, je suis honoré. Et sur ce même principe, Jackie pourra parachever l'action, clouant le bec de manière virtuose au directeur, sans lui manquer de respect, sans autre arme que celle de l'intelligence des mots, sa force à elle, nourrie des sentiments de Clotaire à son égard. Pour souligner le concept de synergie, je vous laisse méditer cette autre phrase. Le tout est supérieur à la somme de ses parties. Bon Gilles, j'espère que tu m'en veux pas trop d'avoir légèrement écharpé ton film. Cela dit, vu son succès, je pense que tu t'en fous éperdument et c'est tant mieux. Et pour conclure, je t'adresse même un remerciement sur un aspect quoique secondaire mais très touchant pour moi. Les 3 portraits de pères, chacun avec leurs failles, représentent 3 belles déclinaisons d'un même amour ouf filial. Et si vous vous posez des questions sur votre amour ouf à vous, le Yiking se fera un plaisir de vous filer un coup de main pour y voir plus clair. Mes coordonnées sur la vidéo et dans la description pour une consulte. À bientôt.